Voilà, nouveau rendez-vous sur le plateau TV de Grand Est numérique 8e édition avec Frédéric Cavazza. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Vous êtes consultant et conférencier, vous travaillez dans les métiers de l'Internet depuis plus de 20 ans. Vous êtes spécialiste du marketing digital et vous travaillez notamment sur la transformation numérique des entreprises. Vous êtes aussi auteur de livres, Social Business et Internet mobile, et vous rédigez un blog. Là c'est pareil, quand on dit blog maintenant en 2020, ça paraît vieux, mais vous rédigez un blog depuis 2003, donc vous le tenez à jour depuis 17 ans. Oui. Bravo pour la constance. Frédéric Cavazza, avec vous, on va parler de la data et de la transformation numérique des entreprises. D'abord, la data. Tout à l'heure, nous avons eu quelqu'un qui nous a défini les algorithmes avec précision, puisqu'on a tous un peu des idées qui ne sont pas toujours très claires. Qu'est-ce qu'on entend comme définition par data ? La data, en fait, c'est une observation. Data, c'est un mot latin qui veut dire chose donnée. C'est simplement une observation du monde qui nous entoure et d'une réalité. Comme quoi, on a toujours l'impression que ce sont les anglo-saxons qui nous envahissent. Non, c'est un mot. Tout à fait, c'est un mot latin. La donnée, elle peut être numérique, donc ça peut être 15 km/h, 50 degrés. Ça peut être également une photo, un visuel, ça peut être un son, ça peut être du texte, ça peut être tout un tas de choses. D'accord ? Ce n'est pas que numérique. C'est tout type d'observation d'une réalité. Alors pourquoi la data revient-elle à la mode ? Vous nous évoquez le fait qu'elle soit latine. Pourquoi elle revient à la mode depuis quelques années ? On n'a plus que ça à la bouche maintenant, quel que soit le métier que l'on fait. On n'a plus que ça à la bouche parce que la donnée est omniprésente. Avec la généralisation en fait, des supports numériques, d'accord, on a 4/5 des adultes en France qui ont un smartphone, on a des ordinateurs, on a des objets connectés, on a des capteurs passifs. La donnée, elle est omniprésente autour de nous. Donc on ne peut pas y échapper. La donnée, c'est également ce qui nous permet aujourd'hui de faire plus avec moins. Donc c'est un vrai actif immatériel stratégique. D'accord ? On a l'actif matériel, ça peut être des locaux, des bâtiments, des machines-outils. Industriel, et on a l'actif immatériel, c'est potentiellement des connaissances, c'est potentiellement du savoir-faire, c'est potentiellement de la donnée également, qui permet d'améliorer les performances, qui permet de développer des nouveaux leviers compétitifs. Parce que, alors vous en faites, vous le dites régulièrement, le monde de la présentation des chiffres d'une entreprise, avec l'équipe de commercial, de marketing autour de la table, et le chef dit on a bien bossé, l'année prochaine on fait plus 10. Ça pour vous c'est un monde révolu, c'est un monde très 20e siècle, très 19e siècle. Oui. Ça ne veut plus rien dire. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouvait dans les 30 Glorieuses, donc quand on avait des conditions économiques où la croissance continue était possible. Donc là, effectivement, le but de la manœuvre, c'était d'être plus performant commercialement et de vendre toujours plus et de demander au Shadok de pomper toujours plus vite. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui ? Non, parce qu'aujourd'hui, déjà d'une part, on sait que nos ressources sont limitées, les ressources premières, et surtout, on est dans une société qui fait face à des multiples crises. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise, on va dire, environnementale. Aujourd'hui, on est dans un environnement de grande incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Et aujourd'hui, la condition première de survie d'une entreprise, c'est de réduire l'incertitude. Essayer d'avoir une meilleure lecture du marché dans lequel elle est, essayer de pouvoir anticiper ce qui va se passer après. Et pour faire ça, il y a la data. Il y a les données, exactement. Voilà. Alors justement, les Shadok ne pompent plus à s'essouffler, à s'en rendre malade. Donc la clé, selon vous, de la prospérité d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est la bonne utilisation des data. Oui, effectivement, c'est travailler différemment, comme on dit, travailler de façon plus maligne et pas forcément travailler plus vite, parce qu'on est allé au bout de ce que l'être humain pouvait faire. Donc on ne peut pas lui demander de faire plus d'heures, on ne peut pas lui demander d'écrire plus vite ou de calculer plus vite. C'est là où il faut s'adjoindre en fait les capacités computationnelles de la machine, donc les capacités de collecte, traitement, exploitation, interprétation de la donnée, pour pouvoir travailler différemment, travailler plus utile, travailler mieux. C'est ça le but en fait, c'est pas de travailler plus fort, c'est de travailler mieux, plus efficace. Et c'est donc là que vous intervenez en tant que consultant pour apprendre à ces entreprises
je le répète, quelle que soit leur taille, à travailler mieux avec la data. Et effectivement, pour essayer de faire un travail pédagogique, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de data, on pense tout de suite à big data, à intelligence artificielle, donc on a une dimension technologique qui est très forte. On pense également à data scientist, donc tout de suite recruter des profils extrêmement, on va dire, pointus, qui coûtent cher, qui sont rares sur le marché, alors qu'il y a tout un tas de choses, d'outils, de méthodes, de pratiques que l'on peut mettre en œuvre avant de se lancer dans... on va dire des expérimentations autour du deep learning et ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La data dont on parle justement depuis quelques temps, et c'est comme ça que j'ai commencé cette interview, en disant qu'on avait ça à la bouche depuis quelques années, est-ce que c'est vraiment si nouveau que cela ? Pas nécessairement, parce que de toute façon, dans toute activité de pilotage d'une entreprise, il y a toujours eu de la donnée. Surtout depuis l'introduction de l'outil informatique. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein, rassurez-vous, mais on va dire qu'on avait deux grandes sources de données avant, donc au siècle dernier. Il y avait le logiciel de gestion, le RP, et il y avait la plateforme de relations clients, l'outil de CRM. Donc depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies déjà, on a des tableaux de bord, on a des fichiers clients que l'on peut travailler, donc ce n'est pas forcément nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la dimension industrielle aujourd'hui. C'est qu'on a une production qui est systématique de la donnée. Néanmoins, il est question de nouvelles données, de nouvelles data. Alors, déjà, ce sont des nouvelles données, des données auxquelles on n'avait pas forcément accès. Le problème, c'est qu'au siècle dernier, il fallait payer pour créer la donnée, d'accord ? C'est-à-dire ? Si vous vouliez connaître le sentiment des consommateurs, il fallait envoyer des gens sondage. dans la rue, Ouais. faire un sondage. Ouais. Si vous vouliez savoir où est-ce qu'on était la concurrence, il fallait payer des gens pour aller dans les rayons des supermarchés et puis mesurer combien de mètres linéaires ils ont, combien de produits, quel taux et ainsi de suite. Voilà. Donc il fallait payer pour créer la donnée. Aujourd'hui, la donnée, elle est créée de façon systématique et exhaustive. Donc c'est beaucoup plus simple. Pour les créer, alors vous l'avez dit, on en a toutes sortes qui sont disponibles. La création de data, ça semble visiblement être sans problème. Néanmoins, derrière reste l'exploitation qui, elle, est beaucoup plus complexe. Déjà, il y a l'étape de collecte qui n'est pas si simple. Un poncif, par exemple, c'est de dire on n'a qu'à sonder les médias sociaux, il suffit d'aller sur Facebook pour aller étudier toutes les conversations. Vous croyez qu'on peut débarquer sur Facebook comme ça et d'étudier les conversations ? Non, ni sur Facebook, ni sur Twitter, c'est non, n'importe quoi. Il faut une licence pour pouvoir faire ça, d'accord ? Il y a des règles et on ne peut pas les contourner. Donc il y a déjà tout un travail et une organisation pour pouvoir collecter la donnée, pour pouvoir la raffiner, parce que généralement ce sont des données brutes qui ne sont pas exploitables directement, même par une machine. Donc on va raffiner, on va dire qualifier ces données, on va les compléter, et après il y a tout le travail d'exploration, d'analyse et d'interprétation, donc de faire en sorte que l'on transmette aux décideurs des informations qu'ils puissent assimiler et qui vont leur servir à prendre des décisions éclairées. C'est ça le plus important. C'est qu'en bout de chaîne, il faut qu'il y ait un décideur qui prenne des meilleures décisions, qui fasse des meilleurs arbitrages. D'après ce que j'entends, cette collecte, cette exploitation des données ne semble s'appliquer qu'à des grosses entreprises. Je me trompe ? Oui, non. Aujourd'hui, on a tout un tas de sources, on a tout un tas d'outils pour pouvoir exploiter la donnée à toute petite échelle. Ne serait-ce qu'un commerçant, par exemple, il peut tout à fait aller voir dans sa fiche Google Maps le nombre de personnes qui ont transité dans son quartier, dans sa boutique. Tout ça, ce sont des choses qui existent. Le nombre de personnes qui ont vu son site web, le nombre de personnes qui ont consulté une fiche sur Yelp ou sur TripAdvisor, tout ça, ce sont des choses qui sont à disposition. Donc il n'y a pas que les grandes entreprises. N'importe qui peut en bénéficier. Les entreprises, les collectivités, les associations, n'importe qui. Alors vous nous avez expliqué toute la chaîne concernant la donnée. Derrière, est-ce que les compétences sont là pour les exploiter, ces données, les comprendre, les utiliser, faire en sorte que les Shadocks ne pompent plus, mais que malgré tout, le résultat de l'année prochaine ou du semestre prochain soit en augmentation de 5 ou de 10 points? Attention, parce que les Shadocks, ils vont continuer à pomper. Simplement, ils vont pomper mieux. Oui. L'idée étant que là, encore une fois, on a une espèce de mécompréhension. On est persuadé qu'il suffit de recruter un data scientist et que le gars va tout faire à la place des autres. Alors que un data scientist, déjà, ce sont des gros salaires, ce sont des profils qui sont rares à trouver sur le marché. C'est compliqué. C'est pas eux qui vont faire le travail. C'est pas vrai. Ils vont faire une petite partie. L'essentiel du travail, il doit et il peut être fait par les salariés qui sont déjà en poste. Mais pour ça, il faut les rassurer, leur expliquer pourquoi on fait ça. Il faut les faire monter en compétences, notamment sur des règles fondamentales autour de la donnée, notamment la rigueur. Il ne faut pas que les données soient biaisées. Notamment leur rappeler quelques choses élémentaires sur les calculs statistiques.
Il faut également les outiller et les aider à s'y retrouver dans ces outils qui ne sont pas si complexes. On a des outils comme RStudio, qui est aujourd'hui un logiciel gratuit qui vient du monde universitaire, qui est la référence, mais qui est extrêmement dur à prendre en main, parce que c'est un outil qui sert aux chercheurs. Mais on a des outils qui sont beaucoup plus simples, qui sont à peine plus compliqués qu'Excel et qui permettent de traiter des grands volumes de données et qui produisent des résultats tout à fait intéressants. Si je vous comprends bien, il faut de la technologie, des compétences, mais vous avez employé un verbe important sans doute dans la phrase, c'est les équipes, il faut les rassurer. Oui. Donc il y a aussi un phénomène culturel, parce que ça n'est pas à Gênes qu'on dira le contraire. Dès qu'on parle de data, d'intelligence artificielle, de robots, etc., l'être humain a tendance, pas ici, parce qu'on parle à des gens qui en sont convaincus, l'être humain a tendance à se recroqueviller dans sa coquille. Complètement. Dès qu'on parle data, on pense flicage, on pense productivisme, on pense on va me remplacer, on va m'automatiser. Non, rassurez-vous, c'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est de faire plus avec moins. Donc on va conserver les équipes, simplement on va leur demander de revoir leur façon de travailler pour être plus efficace, pour abattre plus de travail. Donc vraiment, c'est ça l'idée. Il y a un blocage culturel qu'il faut faire sauter. Il y a également une culture autour de la donnée. Le fait de dire, plutôt que de procéder dans mes prises de décision, de les faire reposer sur l'expérience ou sur l'intuition, je vais essayer de m'imposer la discipline qui consiste à dire je ne sais pas, je n'ai pas d'a priori, je vais observer. Je vais laisser les machines travailler qui vont me remonter des enseignements clés à partir desquels je vais faire des décisions éclairées. Je vais prendre des décisions éclairées. Ça fait beaucoup, ça, quand même, pour une entreprise qui doit mener une transformation culturelle et une transformation technologique simultanément. Ça fait beaucoup, mais il faut au moins ça pour se sortir de la mauvaise passe dans laquelle on est, parce qu'encore une fois, il y a la crise sanitaire, mais il y a également la crise économique, crise sociale, crise environnementale. Nous sommes dans un contexte de marché qui n'est pas évident, qui est très tendu. Il faut au moins investir des énergies et des talents et des ressources qui sont à la hauteur des challenges qui sont face à nous, et les challenges sont très élevés. Ce qui veut dire que vous imaginez que la data n'est pas suffisamment utilisée pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes, on pourrait faire beaucoup mieux. Bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles sont gérées comme au XXe siècle, voire au XIXe siècle. Il y a un grand patron qui décide, il y a des exécutants en bas, et au milieu, il y a des contremaîtres qui surveillent que tout le monde est à son poste le matin. Sauf que ça ne fonctionne pas quand il y a confinement et que tout le monde est en télétravail, et quand il y a beaucoup d'incertitudes et que le patron qui a fait sa carrière pendant les 30 Glorieuses ne comprend plus le marché. Voilà, donc là vraiment, il faut changer de méthode de travail et il faut changer de mentalité surtout. C'est ça qui est important, se projeter dans le 21e siècle et tourner la page du 20e siècle. Quel est l'argumentaire que vous avez justement pour faire changer de point de vue des chefs d'entreprise qui ne seraient pas de prime abord convaincus ? Observez le monde autour de vous, tout simplement. Il suffit de voir ce qui se passe, il suffit dans la rue, dans les magasins, dans les entreprises, l'omniprésence des smartphones, la baisse de puissance de la télévision, qui est un outil de matraquage publicitaire, la baisse de puissance de la grande distribution, notamment aujourd'hui avec le commerce en ligne. Il suffit d'observer autour de soi. Il y a une anecdote intéressante. La semaine dernière, j'ai acheté un produit en ligne, je me le suis fait livrer en point relais colis. Je suis allé dans une boutique minable, un espèce de boui-boui télécom. D'accord ? Le gars parlait à peine français, il m'a dit ni bonjour ni au revoir pour récupérer mon colis. Oui. Expérience déplorable. Pourtant, moi j'ai eu mon produit, je suis content. Et il y avait 10 personnes qui faisaient la queue derrière moi. Oui. Et à côté de ça, il y avait des boutiques qui étaient juste à côté, qui étaient des très belles boutiques avec des vendeurs compétents, mais elles étaient vides. Parce que l'offre n'est plus adaptée. Donc prenez bien conscience de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui et surtout prenez conscience que, encore une fois, demander au Shadok de pomper plus vite ne changera pas la donne. Il faut vraiment travailler différemment, il faut changer son logiciel, changer de mentalité et de façon de faire. Pour terminer, quelques exemples, selon vous, de votre point d'observation privilégié depuis tant d'années, d'entreprises qui auraient bien réussi à utiliser la data et surtout à se transformer dans le monde du 21e siècle. Dans le monde industriel, on a des beaux exemples, à la SNCF, notamment chez GDF ou autres, chez Airbus, de bonne utilisation de la data pour faire de la maintenance prédictive, pour faire ce genre de choses. Donc on a des beaux exemples.
On a également des exemples tout bêtes, encore une fois, dans les commerçants qui vont se dire, les restaurateurs, voilà, je vais essayer d'anticiper en fait ce qui se passe. Bah, là, évidemment, avec la Covid, ça perturbe, mais ce sont des données qui sont à disposition de tous pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir faire des investissements qui soient un petit peu plus pertinents. Dernier point, la sécurité, puisque Oui. c'est souvent un argument qui est mis en avant par le chef d'entreprise ou même dans les collectivités. Maintenant, on voit qu'on se fait hacker, même de grandes collectivités sont victimes de hackers. Voilà, vous avez conscience que Oui. les gens sont plus rassurés par mettre leur classeur avec toutes les informations dans un coffre ou une armoire fermée dans le bureau de l'assistante que de les envoyer dans le nuage. Comment faire pour rassurer sur la sécurité des données ? Je pense que là, encore une fois, il y a une transformation culturelle. Il faut arriver à faire comprendre à toutes ces personnes, chez les commerçants aussi bien que chez les grands patrons de multinationales, qu'une donnée qui est dans le cloud, elle est sécurisée. Elle est stockée de façon sécurisée et on en sécurise l'accès, d'accord ? Qu'aujourd'hui, les données qui sont dans les ordinateurs ou dans les smartphones des collaborateurs, les données qui sont dans les serveurs qui sont dans les sous-sols de l'entreprise, elles ne sont pas en sécurité parce qu'il peut y avoir une inondation, il peut y avoir des fuites, il peut y avoir de la malveillance. Si vous avez un salarié qui est licencié avec pertes et fracas, il peut sortir de la donnée et la transmettre à la concurrence. Donc vraiment, aujourd'hui, on a fait de gros progrès dans la sécurisation et accessoirement, plus on avance dans le temps, plus ces progrès s'intensifient, puisque je vous rappelle qu'avec le RGPD, c'est une obligation de sécuriser la donnée client. Merci en tous les cas Frédéric Cavazza. Je rappelle que vous êtes cofondateur de CISC, acronyme qui signifie Something You Should Know, créé en 2018. Merci de nous avoir parlé de la data sur ce plateau TV de Grand Est numérique. Bonne fin de journée.